وما تنساوش كذلك اصدقائي انكم ديروا لايك وسبسكرايب بالنسبه للاشين ديالنا وتفعلوا الجير ديال الجرس باش انكم توصلوا لجديد الحلقات. Merci Monsieur Ladali. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'être là donc, dans ce festival. Je tiens quand même à remercier une personne qui est chère puisqu'elle porte le même prénom que le mien, Madame Leila Zawali, qui est une maman spirituelle d'abord pour moi. Elle est aussi mon professeur. C'est elle qui nous a initié il y a quelques années à la poésie. Donc mon intervention va porter sur l'œuvre de Siham Boudlel, que vous connaissez certainement tous, et ton absence se fera chère. C'est un roman qu'elle a rédigé il y a quelques années comme hommage à Feu Driss Miskri, que vous connaissez tous, le grand militant marocain. Donc j'ai intitulé ça en écoutant hier Madame Zoya Iqbal en parlant de la religion de l'amour, etc. Parce qu'en lisant et en relisant ce roman, j'ai effectivement ressenti cette religion de l'amour. C'est une grandeur d'un amour qui est indescriptible. Je vais y revenir tout à l'heure. Et ton absence se fera chère, comme disait M. Ladali, chair, c'est voilà, en os. Moi, je vais aussi l'interpréter avec l'adjectif chair, c'est-à-dire parce que l'être qui est mort, qui a disparu, est très très cher puisque c'est l'époux de Madame Boudlel. Donc, Et ton absence se fera chère est une autobiographie inspirée d'une histoire d'amour avec le grand feu de Driss Miskri. C'est un roman de passion, ou passionné comme elle le dit d'ailleurs, dont le thème central est un amour si fort qu'il refuse et empêche le deuil. Comme Madame Boudlel révèle lors d'un entretien en 2016 au Monde diplomatique, d'ailleurs il le dit, je refuse le deuil, je refuse d'oublier Idriss. Alors, roman, parce que quand vous le lisez, moi quand je l'ai lu en tout cas, je me suis posé la question, est-ce que c'est un roman ou c'est un poème en prose, un long poème en prose, parce qu'il y a parfois des strophes qui interviennent pour marquer tel ou tel sentiment. Un travail de la romancière qui, à mon sens, est un voyage dans l'espace, dans le temps également, dans l'espace, dans les rues parisiennes, je vais y revenir tout à l'heure. L'écrivaine, ce qui est très étonnant, c'est que l'écrivaine ne choisit pas le genre littéraire pour écrire, mais c'est sa passion en fait qui la guide, et le texte, comme je l'ai constaté, frémit et laisse le lecteur frémir dans un lien charnel avec des mots qui sont minutieusement choisis. Alors, la figure de la mort, nous avons tous peut-être peur de ce mot, de la mort, mais en lien avec l'amour, je pense que ça s'atténue un tout petit peu. La figure donc de la mort s'annonce dès la page de couverture à travers des termes absence et chair, qui réapparaît d'ailleurs, qui va apparaître à chaque fois, soudainement, subitement, comme la mort, la faucheuse, l'expression d'ailleurs qui exprime l'allégorie de la mort. Je n'ai pas besoin de revenir sur l'étymologie du mot, faucheuse qui tire d'ailleurs son origine de faux, étant donné que c'est l'outil du jardinier dont la fonction est de faucher. Et justement, faucher l'herbe du sol, faucher le jardin de l'amour, c'est-à-dire tous les sentiments qui résident ou bien qui logent dans ce jardin. Historiquement aussi, la faucheuse, c'est un personnage imaginaire, et il le dit, c'est le squelette habillé de noir, et muni d'une faux censé rendre visite aux personnes pour leur annoncer leur mort. Mais elle a rendu visite à Madame Boudlel à plusieurs reprises, justement parce qu'elle en parle dans son roman. Alors pour celle qui raconte, l'on ressent justement comment la mort a fauché ce jardin de l'amour à travers le couloir de la mort qui se répète à plusieurs reprises, une trentaine de fois dans le roman. On parle de l'hôpital, la chambre de l'hôpital qui revient à chaque fois dans le texte pour mettre en exergue une figure fâcheuse, la chambre aussi, l'étroitesse de cette chambre assez remarquable qui symbolise également l'enfermement, l'étouffement qui conduit inévitablement vers celui du tombeau qu'elle va décrire. Ce même enfermement est repris à travers le va-et-vient entre la douleur
et la maladie de feu Driss Meskri, vous savez, qui a souffert lors de ces derniers jours d'un cancer. C'est également de l'emprisonnement dans le cachot, parce qu'on le sait très bien, c'est un moment très singulier qui rappelle l'histoire de Driss Meskri, le militant, mais également, et je suis désolée de le dire, le passé noir du Maroc que Mme Boulel ne veut pas étayer pour ne pas justement donner plus de valeur à ce passé, parce que le plus important pour elle, c'est de parler de son amour de Meskri. Alors j'ai intitulé une partie de cette communication « La personnification de la mort ». Vous savez, c'est une figure qui se répète à travers la littérature. C'est vrai, je ne suis pas littéraire de formation, je suis beaucoup plus dans la didactique, mais la formation, bon, les lectures, etc., je pense que nous avons tous une partie de nous-mêmes qui nous rattache à cette littérature. Elle est là, Madame Boulel. Ravie de vous voir hein, présente. J'ai commencé, mais c'est pas grave, je vais enchaîner. Merci. Merci de votre présence, ça me ravit énormément. J'ai rencontré Madame Boulel lors d'un atelier que j'ai animé, parce que j'ai un atelier à l'École supérieure de technologie que Madame Boulel a animé pour les étudiants. Ce sont des étudiants scientifiques. C'était une matinée poétique assez remarquable où nous avons fait des lectures. Elle avait les pieds nus et bon, depuis ce temps, je me souviens de ça. Même les étudiants, ils ont rédigé des textes qui sont actuellement... on est en train de cette idylle dans le roman. La mort devient au fur et à mesure un personnage, un être entier, une ennemie, à mon avis, mais à la fois une amie, parce que c'est elle qui rapproche la narratrice du charnel. Excusez-moi, parce que peut-être je vais réveiller des souvenirs peut-être malheureux chez vous. Voilà. Bon, merci. Sans elle donc, sans cette mort, aurait-on pu découvrir l'ampleur de cet amour indescriptible que nous portons pour quelqu'un, que la narratrice porte également pour le défunt? Comme elle le dit si bien dans la page 17, quel dialogue avais-tu eu avec la mort? Quel entretien secret avais-tu entrepris avec la cessation de la vie? Ça, c'est un passage qui est vraiment très, très, très fort. Dans ce récit, à mon sens, il n'y a pas d'enchaînement, parce que l'écriture, elle est libre. C'est en fait un désordre qui est ordonné, et on note ce qu'on ressent, sans maquiller nos sentiments, sans embellir ses expressions. En fait, c'est une écriture qui est spontanée et simple. Voyager dans une histoire d'amour, sans honte, sans tabou, nous aiderait-il à oublier la mort? Mais rassurez-vous, la narratrice ne cherche pas à oublier cette mort. D'ailleurs, vous le dites et vous le redites. Les mises en abîme, les flashbacks se multiplient. Elles servent à ressusciter le passé, un passé toujours présent, mais surtout gravé sur le corps de la narratrice. Le roman est aussi une évasion dans un monde fabuleux. Moi, c'est ce que j'ai senti. Celui d'un amour unique qui erre dans les rues parisiennes, racontant à leur tour la beauté de cette histoire, les Champs-Élysées, Saint-Michel, Châtelet, Place Vendôme, ainsi de suite, mais aussi d'autres lieux ici au Maroc. Je vous ai nommé comme ça, madame, et j'espère que je ne me trompe pas, je vous ai nommé comme narratrice omniprésente, parce que pour moi c'était justement le cas. Cette chair dont vous parlez, tant chère aux défunts, parce que vous parlez de votre chair, mais de la sienne aussi, est décrite à travers les yeux de l'être aimé, c'est-à-dire les yeux de Madame Boulel. Se décrire à travers les caresses verbales de l'être aimé, d'un époux amoureux, fou d'amour. Là, je me suis posé la question, quelle est la fonction référentielle? Est-ce que c'est celle de l'amour ou celle de la mort? À mon sens, les deux sont inséparables dans l'œuvre de Madame Boulel, parce que l'une inspire l'autre et la complète. Elles se confondent tels les deux corps amoureux, tels les deux chairs qui se fusionnent dans une étreinte éternelle. Ne peut-on pas mourir d'aimer, comme disait Charles Aznavour? Il faut se rendre compte du fait que la littérarité des phrases, pour moi ce sont des phrases, mais ce sont surtout des vers, parce que j'ai senti de la poésie dans votre texte, puisque cette littérarité rejoint le chant funéraire. Mais la dimension donnée à la mort, dont « Et ton absence se fera chair » est beaucoup plus profonde que l'habituelle. Elle sert à retrouver un amour mutilé, une passion ardente, non dissimulée par la narratrice qui assume son jeu
et surtout qui assume ses émotions. Le contexte scriptural est aussi vaste que l'amour éprouvé. Il fait jaillir des détails que personne ne connaît, à part l'être aimé, pour lequel Madame Boulel écrit. Narratrice omniprésente, elle est capable de dévoiler le ressenti de son amoureux. Magnifique, hein, de lire ses pensées, d'éprouver sa douleur. N'est-ce pas là l'union des âmes qui dénoue la langue? Et si la mort nous inspirait à dévoiler notre amour brut, tel que nous le ressentons, nu, je pense, sans adjectif, sans rien du tout. La mort physique a bel et bien eu lieu, mais au sein d'un monde, du monde, si vous permettez ce néologisme, un monde du monde bourlélien, cet homme ne devrait pas être une âme perdue, vouée au silence par le langage de la société qui domine, par tout ce qui nous entoure, etc. Mais sinon, à quoi servirait cet amour s'il restait dans l'ombre? Et c'est ce que vous avez fait. Il deviendrait squelettique, au fond d'un être lentement rongé par la douleur, qui est vous, peut-être les autres personnes, parce que vous êtes mise également à la place des personnes, et moi aussi j'ai été frappée par la mort d'un être cher, et je lui rends hommage aujourd'hui, ma meilleure amie, morte il y a quelques années, que Madame Bouachard lui connaît, que Monsieur lui connaît, et justement, je me suis mise à votre place. Ce dédoublement spirituel, à mon sens, est une caractéristique de l'écriture dont en absence se fera chair. Tantôt, une régénération de l'amour, ou ce que j'appellerais, à mon sens, revivre, pour vivre. Et là, je vais me permettre de vous voler quelques petits passages pour les lire, que je vais partager avec mon cher auditoire. Dans la page 24, Madame Boulel dit « Je voulais habiter ton cadavre, dormir en toi, me réveiller en toi, me confondre en ta peau, devenir chair dans ta chair, me terrer contre toi, m'enterrer. Je t'étais charnellement lié, comme si mon corps, extrait de ta chair, en avait été subitement séparé. Je ne vivais que dans le rêve de ton parfum, de ton goût. Je ne savais plus comment consoler mon corps, tout entier, suspendu à ton souvenir. Je t'aimais avec le désespoir que la mort imposait. Plus qu'un objet de désir, tu étais devenu le désir lui-même. » Là, c'est une régénération de l'amour, mais également pour moi, il y a dans d'autres paragraphes peut-être une fuite aussi de la mort, une résignation. C'est également l'exemple de la page 25 où la narratrice songe au suicide. Je n'aurais jamais pensé vivre un amour entravé qui, par l'obstacle même, se trouverait multiplié, nourri, implacable. Le suicide auquel j'avais songé n'aurait pas résolu le problème, car il eût définitivement emporté le secret de notre passion et anéanti toute trace. J'étais la preuve vivante de cette palpitation, de cette exaltation de deux âmes, de deux corps. Mon suicide n'aurait eu de sens que si j'avais pu me coucher la première dans ta tombe et que ta dépouille fût venue se coucher sur moi comme pour un départ ultime, une marche nuptiale, des noces souterraines. Le spectacle de ta mise en terre était incompréhensible, injuste, déraisonnable. Révoltée, j'agissais de façon chaotique. Ou faute d'agir, je criais. Il était trop tard pour moi pour me suicider. Maintenant, trop tard pour me révolter. Cette lucidité, j'aurais dû l'avoir plus tôt, car seul ce jour-là aurait donné de la cohérence à mon projet en inscrivant notre amour dans la perpétuité, celle qui garantit l'équilibre de l'univers. Alors, en lisant donc ce passage assez frappant, c'est vrai, parce que c'est vraiment un texte qui est très riche, qui rappelle plusieurs poètes. Ça m'a rappelé justement le poème, le fameux poème de la mort des amants, hein, de Baudelaire, des Fleurs du Mal, où il dit « Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, ainsi de suite. » Donc, c'est pas le moment pour parler de ça. Donc, je vais enchaîner
sur un autre élément, en lisant un tout petit peu les critiques, c'est vrai que, et j'espère peut-être que ça sera l'occasion pour nos chers étudiants, mais également les enseignants, de travailler sur l'œuvre de Madame Boulel. En lisant quelques critiques, certains avaient qualifié ce roman comme écriture osée, où l'écrivaine dévoile les détails de l'acte amoureux, voire sexuel, etc. Je pense que c'est long du tout, hein, parce que je pense que c'est ce qui donne à son texte une violence. Là, je reprends un terme de M. Gontard, hein, mon cher professeur, mon encadrant, qui a parlé de la violence du texte. Et je pense que c'est là où, justement, vous avez mis en scène cette violence, dans le sens de la force, de la vigueur, de la puissance et de la virilité féminine. Alors là, je reprends M. Saadi. Nous sommes des femmes et nous parlons des femmes, hein, et nous parlons également de l'écriture féminine virile. Alors, les moments amoureux et sensuels, voilà, traduisent. Très bien. Voilà. Je suis partie masculine ou féminine? Bien sûr. Alors, les moments, j'ai peut-être peu de temps, voilà, merci. Alors, les moments amoureux et sensuels traduisent la fidélité qui relie les deux corps et les deux âmes qui sont inséparables. Oui, une promenade dans l'alcôve secrète du désir, les moments de jouissance qui libèrent la femme dans le sens où son orgasme emprisonné dans les tabous sort du silence. Parce qu'on n'a pas le droit justement de parler de ce que nous ressentons lors de l'acte sexuel. Une audace assez rare chez les écrivaines de sa génération. Hein, j'ai lu d'autres écrivaines et je sais, bravo madame pour ça. L'imagination d'un art unique, celui du corps de la narratrice, vu par son amant. Cette description révèle également les talents de l'écrivaine, habituée à travailler avec de grands peintres. Le corps de l'amour prend forme, se lit, se dessine. Et là, nous avons madame l'artiste avec nous, madame Bouachaoui, qui peut-être pourra un jour, je ne sais pas, imaginer une photo qui représente le beau tableau que vous dessinez dans votre livre. Se dessine grâce à cet amour charnel, réciproque des deux corps. Alors, je vais essayer de faire vite parce que c'est tellement passionnant que j'ai écrit beaucoup de choses et j'essaie de résumer. Alors, l'écriture de Madame Boulel produit par coïncidence le même système de signes que celui du discours poétique, à mon sens. Laissez-moi juste vous dire qu'en lisant ce roman, le rythme de la musique de votre texte ressemble à celle d'un poème, de la poésie pure, simple et spontanée, puisque, à mon sens, sincère. Et puis, il y a aussi un élément très important, c'est cet aspect rituel, par sa répétition même, parfois par la répétition de quelques éléments, qui finit par donner l'existence à ce corps que vous avez décrit, qui a été rongé par la maladie à un certain moment. La vie et la mort n'est pas la seule structure antithétique de cette écriture, on le sent dans votre roman, et rejoint d'autres formes qui soulignent la puissance latente de la faiblesse. Le texte chant de la poétesse, comme celui du joueur de mandoline, maintenant, revêt une présence vitale dans une existence qui se vit actuellement autrement. La nécessité également de la mort, vous le dites, comme force génératrice poétique est présente dans tout le texte et offre d'excellents exemples, d'autant plus que, d'une manière particulièrement vigoureuse, elle régénère des souvenirs, à mon avis, entre guillemets, microscopiques, que seule la narratrice, grâce à sa sensibilité, et c'est une âme très sensible, peut voir et sentir. Voilà, je vais partir, justement, je vais aller vers la page 90, où Madame Boulel parle, là je me tourne vers mon ami et collègue, Monsieur Ayoud, qui parle d'un amalgue, hein, qui rappelle justement la passion ardente. Nous retrouvons également des traces de votre amour pour la littérature arabe, de votre professeur, le poète et médiéviste Jamel Din Ben Shir, parce que vous évoquez justement dans la page 90, excusez-moi, si je parlais de ce roman, je pense que je vais rester toute la journée. Désolée. Oui, j'ai encore 3 minutes, je pense. Même pas.
même pas. Une minute. Je ne peux pas résumer l'amour en 1 minute. Alors, voilà. Donc, on vous parlez, donc, vous nommez l'amour, hub, hawa, ishq, wiyam, sababa, etc. C'est-à-dire que, en fait, c'est quelque chose qui est indescriptible. Elle veut tout dire, elle veut tout décrire, elle veut peut-être utiliser tous les mots pour décrire ce qu'elle ressent pour l'être aimé. Donc, avec toutes les connotations que ce terme prend, cela vous rappelez également les deals de Qais et Leïla, vous le dites un peu plus loin, vous dites, et c'est magnifique, je t'aimais en arabe, à la manière ancienne, à la lisière du songe, du temps, mon esprit fourmillé, des histoires les plus tragiques, celles d'un désert que j'avais jamais vu. Extraordinaire. Alors, je vais, ça peut-être ça fera l'objet d'une autre communication.